Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Charles. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette seconde conférence de la Fédération Spirit française, conférence qui s'inscrit dans une série de conférences mensuelles données en direct avec la collaboration du mouvement Spirit francophone. Nous diffusons donc sur la page Facebook de la FSF en même temps que sur la chaîne YouTube Regard Spirit. Et je rappelle que chacun a la possibilité de commenter et de poser des questions. Un temps sera consacré pour y répondre à la fin de la conférence. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter de l'occasion pour proposer des thèmes que vous souhaiteriez voir développés pour de prochaines conférences. Ce soir, c'est à nouveau Charles Kempf qui va nous parler d'un autre thème d'actualité au regard de la philosophie spirit, celui des violences et des discriminations. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Charles est le président de la Fédération Spirit française. Il est également président du centre Léon Denis de Thann depuis sa fondation en 1997. Et depuis une trentaine d'années, il est engagé dans le mouvement Spirit. Il a été secrétaire général du Conseil Spirit international de 2012 à 2016 et responsable de la coordination d'Europe du Conseil Spirit international de 2007 à 2018. Il est également membre du mouvement Spirit francophone depuis 2014 et membre du comité de rédaction de la revue Spirit. Il est également chercheur sur l'histoire du spiritisme et sur Allan Kardec. Je pourrais continuer encore, parler de ses travaux pour l'encyclopédie Spirit et bien d'autres, mais je vais laisser maintenant la parole à Charles. Merci beaucoup Romain, bonsoir à tous. Donc merci pour tous ceux qui sont là pour assister à cette conférence, de tous ceux qui ont aussi assisté à la dernière conférence qui a été relativement bien suivie. Et donc nous continuons sur des thèmes d'actualité, des thèmes qui nous interpellent pour apporter un peu les lumières, les raisonnements qu'on peut faire en nous basant sur la philosophie spirit. Donc, pour ceux qui ont vu la dernière conférence, bon, il y a un ou deux slides où je ferai un peu un rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois sur certains arguments, puisque ce sont les mêmes qui permettent, je dirais, de comprendre et puis de bien réagir par rapport à l'actualité. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de façon un peu plus spécifique de la violence ou des violences et des discriminations, hein, puisque c'est l'événement de l'actualité de ces dernières 2 semaines, hein, avec la mort d'une personne de couleur noire qui, pendant une interpellation de la police, donc c'est un événement qui a un peu ravivé cette question. Et donc, voilà, tout le monde se pose des questions. Pourquoi, comment, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là, comment est-ce qu'on peut y faire face, quelle est la meilleure attitude à tenir. Donc, je vais utiliser encore une fois les enseignements de la philosophie spirit pour essayer d'apporter un peu de lumière sur ces questions-là. Alors, en guise d'introduction, bon, je vais présenter quelques graphiques. Je ne serai pas trop long parce que les médias, entre guillemets, nous abreuvent de ce genre de choses à longueur de journée. Bon, j'ai essayé aussi de ressortir quelques statistiques. Donc là, j'ai repris les statistiques concernant le terrorisme. Donc, ce qui semble intéressant ici, c'est que vous voyez, bon, en 1970, il y avait pratiquement, le terrorisme n'existait pratiquement pas. Il y avait quelques événements au niveau mondial, alors que il y a eu une pointe dans les années 2015, 2016, 2017. Et là, petite lueur d'espoir, ça semble redescendre un petit peu, hein. C'est retombé pratiquement à la moitié du niveau où c'était donc il y a encore 2 ou 3 ans. Et vous pouvez voir que ce sont des chiffres assez impressionnants, quoi, de plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année suite à ces incidents terroristes. Une autre statistique, qui vient cette fois-ci des États-Unis, un peu plus liée à l'événement qui a eu lieu récemment.
Donc, vous pouvez voir que le nombre de personnes qui sont mortes lors d'interventions policières en 2019 aux États-Unis représentait 23% de Noirs, alors que les Noirs ne représentent que 12,7% de la population. Donc là aussi, ça montre qu'il y a une discrimination qui se fait. Bon, je montre les États-Unis, mais je crois qu'en France, on a bien vu aussi ces derniers jours que c'est un peu similaire. Il y a des statistiques similaires qui ont été publiées, et notamment ce qu'on appelle le délit de faciès. Hein. On a beaucoup plus de chances d'être interpellé quand on est jeune, de couleur ou maghrébin que dans les autres cas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est d'autres statistiques sur la répartition du nombre de faits délictueux à caractère raciste en France en 2019. Donc, vous pouvez voir que là aussi, le plus grand nombre d'incidences, c'est lié au racisme et la xénophobie. Hein. Mais on peut voir aussi donc des numéros assez élevés par rapport aux religions. Hein. Donc, vous voyez l'antichristianisme, l'antisémitisme et l'antimusulman qui représentent là aussi un nombre de fêtes assez important. Donc chaque année, vous voyez, ça se chiffre en plusieurs centaines, voire plus d'un millier. Je continue avec d'autres statistiques qui sont un peu plus liées à la violence des femmes. Donc là, je vous rappelle, il y a eu une conférence spécifique au mois de mai là-dessus qui a été donnée par le groupement Île-de-France de la Fédération Spirit française. Donc je vous encourage de regarder pour avoir plus d'informations. Mais ce qu'on peut voir sur ce slide, c'est que effectivement, le nombre moyen de femmes victimes sur un an de violence, ce chiffre, là, vous voyez, 219 000. Donc, c'est des centaines de milliers et ça représente 1% de la population. Donc, c'est encore un domaine dans lequel il y a beaucoup, beaucoup trop de violence et qu'il faut absolument enrayer ou du moins apporter les éléments de connaissance qui permettent de les réduire. Un dernier slide sur les discriminations. Donc là aussi, quand c'est pour rechercher un emploi, quand c'est pour différentes situations de la vie, eh cette discrimination, même si elle est maintenant interdite par la loi en France et dans la plupart des pays, elle existe quand même. Donc vous pouvez voir sur le dessin, ce sont des discriminations par rapport au genre, hein, donc hommes et femmes, par rapport à la couleur, par rapport à l'âge, par rapport à un éventuel handicap. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe encore trop souvent, même si là aussi on voit des avancées qui sont assez fortes. Encore un dernier slide sur les réfugiés. Donc ça, c'est un peu plus ancien, hein, mais ça existe toujours. On en a entendu moins parler pendant le confinement lié au Covid. Mais là aussi, je vous montre juste quelques images terribles donc de familles désespérées, d'enfants qui fuient les guerres, qui fuient les violences, qui fuient la famine, qui viennent frapper à nos portes pour essayer de trouver un peu d'aide et pour arriver à une vie plus digne. Voilà. Alors, je vais arrêter là parce que, comme je vous disais, les médias nous abreuvent de catastrophisme et donc cette insécurité, toutes ces choses-là, comment dire, on finit soit d'un côté par être saturé, soit de paniquer et d'avoir encore plus peur, quoi. Donc, je vais maintenant vous montrer quelques réactions qu'il y a eu par rapport à ça. Donc, tout d'abord, celle qu'on a pu voir ces semaines-ci. Donc, l'événement qui a eu lieu aux États-Unis a soulevé une vague de protestations et d'indignation en pleine pandémie, en plein confinement, hein, encore une fois, aux États-Unis, mais pas seulement. Les réactions se sont faites dans le monde entier. Hein. Beaucoup de gens se sont levés en disant, ça pourrait être mon fils. Même l'ancien président Obama a dit, ça aurait pu être moi il y a quelques années. Donc, les voix s'élèvent pour dire, on ne veut plus de racisme. Le racisme n'a vraiment aucune justification. Donc, cette protestation, elle a vraiment gagné le monde et elle n'est pas encore finie, ça continue encore aujourd'hui. D'autres réactions, par exemple, contre les discriminations.
Donc, je travaille dans une grande entreprise, donc vous voyez, je ne vais pas faire de pub, mais vous voyez le logotype en bas, et je vois vraiment avec satisfaction que en tant que politique d'entreprise, il y a c'est une politique extrêmement forte pour refuser les discriminations, quelles qu'elles soient, que ce soit des discriminations au niveau des couleurs, au niveau de la nationalité, au niveau aussi de LGBT, comme ils disent, hein, donc lesbiens, gays, trans et puis bisexuels. Donc, ce sont des choses qui sont, il y a des politiques très très fortes avec même des sanctions, donc pour refuser et pour éviter, pour réfréner ces discriminations, quelles qu'elles soient. Évidemment, ça va aussi avec les hommes et entre les différences éventuelles qu'il y a encore entre les hommes et les femmes, les questions liées à l'âge. Donc tout ça, ce sont des pratiques, vous voyez, des politiques très très fortes, des événements comme celui que vous avez à l'écran, hein, African American Forum, le forum africain et américain. Donc justement pour travailler, et maintenant il y a que je dirais des représentants qui sont nommés sur tous les continents, dans tous les pays, pour veiller à ce que ces mesures contre les discriminations soient appliquées. Voilà. Donc, on voit que ça bouge, hein, ça bouge. Il y a encore beaucoup, beaucoup trop de violence, beaucoup, beaucoup trop de discrimination, mais ça bouge. Alors, la question qu'on peut se poser, mais combien de temps faudra-t-il encore pour éveiller les consciences et faire de sorte que ces choses-là cessent dans le monde? Et là, on a aussi eu un enseignement qui nous a été donné maintenant il y a 2 millénaires, hein, où Jésus nous disait: malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors, c'est une phrase là qui a été pendant très longtemps mal interprétée, hein. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il faut qu'il y ait des scandales? Aujourd'hui, on s'en rend compte, effectivement. C'est que lorsque il y a des crises graves, c'est que lorsqu'il y a une fatalité, comme c'était le cas de cette personne aux États-Unis, c'est que lorsque on voit un enfant mort sur une plage, sur une île grecque, que les consciences s'éveillent, hein. Et donc, c'est là où ce qui a été dit il y a 2000 ans est providentiel, parce que effectivement, il faut que ces scandales, que ces choses-là arrivent, parce que sinon, ben, chacun reste un peu dans son train-train, on ignore un peu les problèmes et les consciences ne s'éveillent pas, hein. Donc, c'est en fait un mécanisme qui nous réveille. Et en plus, ça nous interpelle parce que, bon, le Covid, j'en ai parlé la dernière fois, hein, la pandémie, ça fait aussi partie, je dirais, c'est des épreuves collectives, donc c'est d'une nature différente, mais c'est des choses où on se sent touché, on se sent menacé, on se sent concerné, et donc c'est ça qui fait que les gens réagissent. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des réactions qui sont positives, il y a aussi parfois des réactions, malheureusement, qui sont encore négatives. Et si on creuse un peu plus le sujet, en reprenant cette fois-ci, en passant à Alan Kardec, il nous disait: les hommes étant en expiation sur la terre se punissent eux-mêmes par le contact de leurs vices dont ils sont les premières victimes. Hein, et c'est ça qui nous scandalise, hein, et dont ils finissent par comprendre les inconvénients. Lorsqu'ils seront las de souffrir du mal, ils chercheront le remède dans le bien. Et comme on va le voir plus tard, effectivement, dans un monde où il y a du terrorisme, dans un monde où il y a des violences, dans un monde où il y a des discriminations, on ne peut pas vivre heureux, c'est pas possible, hein. On peut s'enfermer, on peut se barricader, ça, du coup, ça nous enlève nos libertés. Faut chaque fois qu'on se méfie de ce qui se passe, etc. Et alors que tout ça, c'est juste une question d'inégalité sociale, c'est une question de manque de fraternité entre les humains. Alors, on va creuser aussi les causes de cette situation. Donc, il y en a deux grandes catégories, hein. La première catégorie, c'est celle que je vous montre là à l'écran. Donc, c'est lié essentiellement à l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme, ce sont les deux plus grands défauts de l'être humain qui l'empêchent d'évoluer, qui l'empêchent d'être heureux. Et vous voyez dans la suite tout ce que l'orgueil et l'égoïsme peuvent entraîner.
Donc, c'est la corruption, l'avarice, l'ambition, la cupidité, la domination et les manipulations, hein. Les guerres, tout ça, ce sont des conséquences de cet orgueil et de cet égoïsme. Quand on regarde récemment, j'ai un collègue au travail qui m'a interpellé en me disant, tu vois, on a 125 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et avec le confinement, beaucoup de gens sont privés de ressources et donc ce nombre pourrait aller jusqu'à doubler, passer de 125 millions à 250 millions. Alors je lui ai répondu que 125 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, c'est déjà 125 millions de trop. Et quand on regarde ces statistiques, où habitent ces 125 millions de personnes, on voit que ces personnes habitent dans les pays où le taux de perception de corruption, hein, selon là aussi des statistiques d'instituts et d'organisations non gouvernementales internationales, c'est là où la corruption est la plus élevée. Et on voit clairement qu'il y a une corrélation entre la corruption et la famine. Et au fur et à mesure que la corruption diminue, la famine aussi disparaît. Et dans les pays où il y a une grande corruption, beaucoup d'organisations non gouvernementales qui cherchent à aider ces populations, à leur apporter des nourritures et tout, ne peuvent pas travailler. C'est parce qu'une partie, ou même une grosse partie, ou parfois même la majorité de l'aide qu'ils apportent, est déviée par les pouvoirs en place et qui donc subissent cette corruption. Donc, on voit très bien comment ces choses-là s'enchaînent et que c'est là-dessus qu'il faut taper. Il faut vraiment prendre les choses, les problèmes à leur base et faire tout ce qu'on peut. Et ça, vous le verrez pour ceux ou vous l'avez vu pour ceux qui ont déjà lu un peu les livres spirit. C'est les deux grands défauts qu'il faut vraiment essayer de travailler. D'abord sur nous-mêmes, hein, puisque ça commence à un travail personnel, hein. Personne peut arrêter d'être égoïste à la place d'un autre, hein. C'est vraiment un travail de réforme morale personnelle qui est à faire. Et ainsi, en donnant l'exemple, ce travail s'étend au niveau des sociétés. Et on voit aujourd'hui, heureusement, beaucoup de pays où le niveau de perception de corruption est extrêmement bas et où on voit que y a la population, il y a pratiquement personne qui est dans le besoin et où il règne une certaine paix, une certaine sérénité, hein, des pays comme le Canada, comme l'Europe du Nord, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, donc qui sont un petit peu considérés pratiquement comme des pays de rêve. Même si là-bas aussi il y a des problèmes, là-bas aussi souvent il y a des actes terroristes et tout, mais les réactions de la population sont en général faites de manière à les atténuer et à surmonter, à y résister. Voilà. Il y a une deuxième grande catégorie de causes à toute cette violence et toute cette intolérance, c'est l'ignorance, en fait, hein. Donc l'ignorance, les personnes qui sont violentes savent pas toujours ce qu'elles font. Il y a aussi le fanatisme, qui est une des grandes sources de la violence, et le fanatisme, par définition, c'est irréfléchi, hein. On dit, je caricature un peu, baisse la tête et fonce, la personne va baisser la tête et foncer dans un mur ou dans un précipice, hein. Il y a plus de réflexion au niveau du fanatisme. Et ça, c'est une question d'ignorance. Les personnes qui succombent à des manipulations, qui n'ont pas la force de raisonnement et de discernement qui est nécessaire pour déterminer ce qui est bon pour elles ou pas, hein, et qui finissent par tomber dans ce genre dans le travers du fanatisme, de l'intégrisme, de tous ces développements. Et il y a aussi la peur. Alors la peur, c'est un instinct, entre guillemets, qui existe encore chez l'être humain, comme on le voit très bien chez les animaux. Les animaux ont peur. Pourquoi? C'est pour assurer leur survie. C'est l'instinct de préservation, si vous voulez. L'animal, quand il se sent en danger, il a peur et il fuit. L'être humain a encore de ça, hein, c'est la peur. C'est toujours encore cet instinct de conservation. Mais cette peur peut aussi devenir irrationnelle. On peut avoir la peur de l'autre, la peur des différences, la peur qui peut être entretenue justement par des manipulations. Et ça fait que, je dirais,
les gens qui ont peur sont ceux qui souvent réagissent de façon plus compliquée, hein, moins adéquate par rapport à tout ce qu'on peut voir. Voilà. La peur peut aussi entraîner des réactions comme le racisme. Donc ça vient de l'ignorance. Alors pourquoi? Parce que, bon, à partir du moment où on comprend, et puis le but de cette conférence, c'est justement d'apporter ces éléments de compréhension, si on comprend les choses, on aura moins peur et nos réactions seront plus raisonnées, seront plus raisonnables. Hein, voilà. Je cite un exemple qui est toujours un peu le même, mais qui illustre bien cette question de la peur. Quand on voit une explosion ou un feu pas loin de nous, ben, on a peur, on s'en va. Hein. Par contre, il y a des personnes qui ont été formées sur ce genre de choses, comme les pompiers ou les forces de sécurité, qui, elles, connaissent les risques, savent les identifier, savent ce qu'il faut faire pour faire face à l'incendie ou à l'explosion, pour en réduire les effets, tout en limitant les risques pour leur propre personne. Donc, vous voyez que l'instruction, hein, l'éducation, la formation permet de surmonter ce genre d'obstacles et d'avoir des réactions raisonnées qui seront beaucoup plus salutaires. Voilà. Alors, dans les slides suivants, on va un peu développer toutes ces causes. Et on va commencer, bien sûr, par les deux dont j'ai déjà parlé, donc qui est l'égoïsme et l'orgueil. Et là, je cite un auteur qui est Léon Denis. Alors, j'ai oublié de mettre son nom en bas dans la citation. Dans son livre Après la mort, il nous le dit. L'égoïsme est frère de l'orgueil et procède des mêmes causes. C'est une des plus terribles maladies de l'âme. Vous voyez, il va jusqu'à qualifier ça d'une maladie de l'âme. Le plus grand obstacle aux améliorations sociales, hein, à l'évolution individuelle, mais aussi aux améliorations sociales. À lui seul, l'égoïsme, il neutralise, il rend stérile presque tous les efforts des hommes vers le bien. Aussi, le combattre, l'égoïsme, doit être la préoccupation constante de tous les amis du progrès, de tous les serviteurs de la justice. Et l'égoïsme, effectivement, c'est vouloir tout pour soi, rien pour les autres. C'est, je dirais, accumuler du superflu alors qu'on voit à côté de nous d'autres qui manquent du nécessaire. Ça se manifeste par toutes ces choses-là, hein, toutes ces inégalités des richesses, les inégalités sociales qu'on peut voir dans le monde, procèdent donc de cet égoïsme. Et l'égoïsme vient lui aussi, quand on va chercher à la racine, de l'instinct de préservation. Hein. On voit que les animaux entre eux luttent pour pouvoir, quand ils sont devant de la nourriture, hein, se battent. C'est le plus fort qui l'emporte, qui a la nourriture d'abord, et donc le plus faible qui se satisfera de ce qui reste, voire qui disparaîtra. Hein. Donc ça vient encore de cet instinct de survie et de la loi du plus fort, hein, comme on peut le voir souvent dans le monde animal. Mais dans le monde humain, comme on le verra, il n'y a plus cette même justification. Hein. Il vaut mieux évoluer donc de combattre cet égoïsme et de le remplacer par un peu plus de charité, un peu plus de fraternité. Une autre cause de cet égoïsme, là encore, si on remonte à la source, c'est le matérialisme. Alors, le matérialisme, c'est une personne est matérialiste quand elle pense qu'il n'y a que la matière qui existe, que l'âme n'existe pas, il n'y a rien d'autre qui existe que ce qui est tangible, que lorsqu'on meurt, on nous met dans une boîte et puis tout sera fini. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la pensée matérialiste. Et si on prend ce point de vue, eh ben c'est évident que comme Kardec l'écrit là dans Qu'est-ce que le spiritisme, c'est chacun pour soi pendant la vie, puisqu'il n'y a rien au-delà. Et donc, à partir de là, la charité, la fraternité, la morale n'ont aucune base, aucune raison d'être. Pourquoi se gêner, se contraindre, se priver aujourd'hui quand demain peut-être nous ne serons plus? La négation de l'avenir, le simple doute sur la vie future sont les plus grands stimulants de l'égoïsme, source de la plupart des maux de l'humanité. Voyez?
Donc ça rejoint ce que je vous disais sur la diapo précédente. Et donc là, encore une fois, c'est la loi du plus fort qui vient du monde animal et puis qui existait aussi chez l'homme préhistorique. Aujourd'hui, on est plutôt dans la loi du plus riche, hein, puisque c'est celui qui a les plus d'armes, celui qui a le plus de pouvoir, etc. Et demain, comme on le verra un peu plus tard, on va se diriger sur une situation différente qui sera la loi du plus sage, la loi du plus bienveillant, celui qui alliera à la fois l'intelligence et la bonté. Voilà. Alors, si on continue, donc, comment on fait pour combattre ce matérialisme? C'est ce que je vous expliquais aussi dans le mois dernier pour le Covid. Ben, voilà, une personne qui est matérialiste, elle est consistante avec elle-même. Les seules limites qu'elle a, ce sont les lois humaines, hein. Il y a des choses qui sont interdites, la peur, entre guillemets, d'aller en prison, ce sont les seuls freins qu'il peut y avoir, hein. Voilà. Et par contre, si on passe à un paradigme, à un modèle différent, qui est le modèle spiritualiste, c'est-à-dire si on commence à admettre qu'il existe une âme, et notamment qu'elle survit après la mort, là, le point de vue change complètement. Et le raisonnement qu'on voit ici à l'écran se transforme complètement. Mais le problème du spiritualisme, c'est que la propre science aujourd'hui, hein, les sciences académiques, suivent toujours encore un paradigme matérialiste, y compris la médecine, hein. Ça commence à changer. Il y a plusieurs pays, bon, le Brésil évidemment, mais il y a aussi les États-Unis, la Suisse, plusieurs pays qui se rendent compte que ce paradigme matérialiste ne tient pas, qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont pas matériels et qui jouent un rôle fondamental dans la santé, dans les guérisons des maladies, je dirais, les personnes qui se remettent beaucoup plus vite que d'autres. Il y a des facteurs qui sont non matériels et qui interviennent de façon très, très forte. Donc, ce paradigme est en train de changer, mais c'est là où justement aussi on apporte les enseignements spirites, puisque Kardec, comme je vous ai expliqué aussi le mois dernier, il a aborder toutes les questions spiritualistes, donc l'existence de l'âme, la question de Dieu, les questions de réincarnation, de communicabilité, avec une logique, hein, avec une méthode rationnelle, une méthode scientifique. Il a observé toute une série de phénomènes et il en a tiré toutes les conclusions. Donc, il y avait déjà donc une philosophie spiritualiste rationnelle qui existait au début du 19e siècle, mais Kardec l'a beaucoup développé dans ce sens qu'il a apporté des éléments factuels, donc par l'observation, notamment de la médiumnité et des autres phénomènes dits paranormaux. Voilà. Et là encore, je reprends Léon Denis de dire, pendant des siècles, c'était une question de croyance ou de foi, hein. On croyait à la survie de l'âme parce que, ou on y croyait pas. On nous disait que c'était comme ça, il y avait les dogmes religieux traditionnels qui nous disaient que c'était comme ça, mais quand on cherchait à creuser un petit peu, mais pourquoi, comment est-ce que je peux avoir des preuves, euh, pourquoi vous dites que l'âme survit alors que mes proches qui sont partis, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux, etc. Les gens commençaient à douter de plus en plus parce qu'il manquait justement cet aspect factuel. Et Léon Denis, il explique bien ça dans cette citation que vous voyez, hein. Croire aujourd'hui ne suffit plus, on veut savoir. Et donc, cette conception philosophique spiritualiste, hein, et morale, la morale qui en découle, n'a de chance de succès que si elle s'appuie sur une démonstration à la fois logique, mathématique, hein, il emploie un mot fort, et positive, et si en outre, elle n'est couronnée par une sanction qui satisfasse tous nos instincts de justice. Voilà. Il faut qu'on y retrouve la justice, puisque tout ce qui est injuste, là encore une fois, comme on l'a vu dans le cas de la discrimination, comme on l'a vu dans la violence de cette personne qui est morte suite à une interpellation, c'est cette injustice, je dirais, qui réveille notre conscience et qui nous dise stop, il faut arrêter ça. Donc, si on veut qu'une philosophie soit acceptée, il faut qu'elle satisfasse justement tous ces instincts de justice,
cette justice qui est innée en nous. Hein. Il suffit de souffrir une injustice et on voit notre réaction, la révolte. Voilà. Alors, pour entrer plus dans le détail, qu'est-ce que le spiritisme prouve? Le spiritisme prouve l'existence de l'âme, ou ce qu'on peut aussi appeler un principe organisateur. Alors, quels sont les différents éléments qui permettent au spiritisme, à la philosophie spirit, d'en arriver là? Je cite un exemple récent, hein, donc les expériences de mort imminente. Elles ont commencé, j'en ai parlé un petit peu le mois dernier aussi, hein, elles ont commencé avec Raymond Moody, qui a écrit un livre dans les années 1970, hein, La vie après la vie. Il s'était basé sur toute une série de témoignages de ses patients, hein, qu'il avait recueillis à l'hôpital. Et certains de ces patients, donc plus de 10%, hein, statistiquement, rapportaient des choses qui leur étaient arrivées à des moments où ils avaient un arrêt cardiaque, où ils étaient vraiment très très proches de la mort. Et en recueillant ces témoignages, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont concordants et indépendants, puisqu'il n'y avait pas de littérature à l'époque. Il y avait déjà quelques récits, mais c'était très très rare d'expériences similaires qui n'étaient pas connues. Et ces expériences de mort imminente se sont multipliées suite au progrès fait par la médecine, notamment en réanimation. Hein. Une personne qui a un arrêt cardiaque, on sait, on a des moyens, des ressources pour faire redémarrer le cœur, hein, aujourd'hui. Et donc, il y a de plus en plus d'expériences, de plus en plus de personnes qui passent par ces expériences-là et donc qui peuvent les rappeler. Et donc, ces personnes-là parlent très clairement que déjà, leur corps, il était arrêté, il était couché sur un brancard, le cœur ne battait plus, au bout de quelques secondes, le cerveau ne fonctionnait plus. Et pourtant, ces personnes, pendant ces mêmes moments, ont eu des perceptions visuelles, auditives, ont pu mémoriser toutes ces choses-là. Elles ont pu raconter très bien tout ce qui s'est passé dans le local à ce moment-là, exactement ce que disaient les paroles échangées par les médecins et les infirmières. Certains autres cas où ils ont pu aller sortir même de ce local et aller dans d'autres locaux adjacents ou à côté et prendre connaissance de choses qui se passaient là-bas, pendant que leur corps, il était complètement arrêté. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le fait qu'il y a quelque chose d'autre dans le corps qui a pris un peu de liberté par rapport au corps lorsque pendant l'arrêt cardiaque ou pendant ces instants-là. Voilà. Donc vous avez des scientifiques, je vous ai montré le livre de Pim van Lommel ou de Eben Alexander, hein, Eben Alexander qui est lui-même un neurochirurgien qui était matérialiste, qui a vécu une expérience comme ça et qui aujourd'hui affirme catégoriquement que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène que je cite en premier, même si c'est un des derniers qui est arrivé, et qui viennent justement confirmer tout ce qui avait été établi, notamment par Alain Kardec et puis par beaucoup d'autres, il y a maintenant 150 ans. Alors les autres phénomènes, une autre catégorie de phénomènes qui prouvent l'existence de l'âme, c'est les phénomènes qu'on appelle d'émancipation. Donc c'est les rêves, c'est les phénomènes de médiumnité, de somnambulisme, les réminiscences ou les régressions. Donc, ces phénomènes-là, les rêves, bon, il y a beaucoup de rêves qui sont oniriques, qui ne veulent pas dire grand-chose, on n'a pas grand-chose à en tirer, mais il y a aussi d'autres rêves qui donnent des éléments très précis sur des choses qu'on ignorait, qui se réalisent et qu'on peut vérifier qui sont vrais. Il y a les rêves prémonitoires qui nous montrent très clairement des scènes qui finissent par se produire quelques jours, quelques mois ou quelques années plus tard. Hein. Il y a d'autres phénomènes, donc là aussi, le corps, il est endormi, il perçoit des choses qui sont complètement étrangères à l'endroit où le corps est endormi, donc la chambre, le lit, etc. Donc là aussi, il y a quelque chose d'indépendant du corps qui perçoit et qui acquiert, je dirais, ses connaissances. Alors, il y a la médiumnité, donc ça, c'est ce qui a beaucoup été étudié à l'époque de Kardec. Donc, vous avez encore aujourd'hui des médiums qui reçoivent des informations qui peuvent être vérifiables. Et donc, à partir de là, des choses qui sont complètement ignorées de ce médium, d'où est-ce qu'il a puisé cette connaissance? Est-ce que c'est dans une espèce de connaissance collective? Il y a plusieurs hypothèses pour essayer d'expliquer ça. Mais là encore, celle qui est la plus plausible, c'est que
ben, le médium reçoit cette information par l'intermédiaire de son âme ou par l'intermédiaire d'une autre âme. Le somnambulisme, c'est un peu similaire à la médiumnité, mais c'est l'âme du somnambule qui s'exprime, et c'est pas une âme tierce. Il y a les réminiscences, donc on en reviendra un peu plus tard, il y a des personnes qui se rappellent de choses qu'ils n'ont pas vécues dans cette vie, et pourtant s'en rappellent dur comme fer, et ce sont des choses qui peuvent être vérifiées, comme on le verra plus tard. Et il y a aussi les expériences de régression, donc de colonel de Rocha, qui était directeur de l'école polytechnique à un moment donné, qui avait fait des études sur quelques sujets là-dessus, et il est arrivé là aussi à des sujets lui ont donné plein d'éléments sur une soi-disant vie passée, et que le colonel a ensuite pu vérifier qu'il était absolument vrai et dont la personne n'avait absolument aucune idée dans la vie présente. Voilà. Alors après, vous avez d'autres catégories donc, qui prouvent l'existence de l'âme, qui sont un peu plus, je dirais, soft ou subjectives. C'est les idées innées. Là aussi, beaucoup de gens sont convaincus, ont la foi, comme on l'a vu tout à l'heure, sans forcément se baser sur un raisonnement, mais c'est tout simplement parce que quelque part, elles conservent comme une sorte de souvenir de leur vie à l'état d'esprit, que leur âme existe. Et une autre catégorie encore, c'est les facultés précoces. Vous avez des gens qui ont la bosse des maths, qui ont des facilités dans la musique ou autre, alors qu'ils n'ont jamais fait d'efforts, qu'ils n'ont jamais appris dans cette vie. Là aussi, on voit que ce sont des choses qui sont apportées par l'âme. Une autre catégorie, cette fois un peu plus matérielle, c'est l'embryogénèse. L'embryogénèse, vous avez un ovule fécondé qui fait une cellule souche, en gros, et cette cellule se multiplie en 2, en 4, en 8, en 16, ainsi de suite. Ce sont au départ toutes des cellules identiques, et pourtant, il y a, je dirais, un développement morphologique qui se fait, donc les bras, les jambes, la tête qui se forment. Il y a aussi un développement qui se fait au niveau fonctionnel, c'est-à-dire vous avez des cellules qui vont commencer à faire le cerveau, le cœur, les muscles, les organes, etc. Et là, vraiment, on peut se demander, mais comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que des cellules qui sont au départ identiques peuvent se spécialiser de la sorte? Comment dire, la médecine est incapable d'expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui. Et là aussi, donc, la meilleure hypothèse pour l'expliquer, c'est de dire, il y a un moule, et ce moule qui dirige ce développement, qui apporte cette énergie, puisque, vous voyez, si on suit la loi de l'entropie, ça devrait aller plutôt dans l'autre sens. On mélange les choses et ça finit par faire quelque chose le désordre qui va en croissant. Et là, c'est l'inverse. On voit que c'est l'ordre qui va en croissant. Donc, il y a forcément quelque part un apport d'énergie. Donc, ça peut s'expliquer effectivement parce que le développement se fait dans le corps de la mère, mais pas seulement. C'est une explication qui ne suffit pas à expliquer ce phénomène. Et un autre, c'est la rénovation des cellules du corps. Donc là aussi, il est démontré maintenant que les éléments matériels qui constituent notre corps, donc atomes, molécules et cellules, se renouvellent constamment, et notamment qu'il y a un renouvellement quasi intégral au bout de tous les 4 ans, par exemple. Et donc ça aussi, pourtant, on garde la même mémoire, la même personnalité. Bon, il y a le phénomène du vieillissement, évidemment, mais là aussi, on ne peut pas expliquer comment cette rénovation se fait en conservant les mêmes caractéristiques. La seule explication possible, c'est là aussi qu'il y a un principe organisateur qui est derrière, dont parlait déjà Claude Bernard, le fameux médecin de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et plusieurs autres scientifiques sont arrivés à cette conclusion qu'il faut un principe organisateur pour expliquer la vie. On n'y arrive pas autrement. Et donc, on peut dire que la conscience réside dans l'âme. Et le cerveau, la thèse matérialiste qui dit que c'est la pensée ou la conscience, c'est une sécrétion du cerveau, tout comme d'un autre organe dans le corps, elle ne tient pas, c'est pas possible. C'est comme si on disait que la musique, elle est dans le piano, qu'on ignore le pianiste. C'est comme si on disait que quand on voit une interview, on écoute une interview à la radio,
que c'est la radio, que l'interview, elle est dans la radio. Non, la radio ne fait que transmettre l'interview, tout comme le cerveau ne fait que transmettre la conscience qui, en réalité, réside dans l'âme. Donc voilà les éléments que le spiritisme prouve par l'observation de toute cette catégorie de phénomènes. Et je vous avais montré aussi la dernière fois les différentes initiatives scientifiques dans ce sens, hein, notamment le manifeste pour une science post-matérialiste, hein, en plus de ces expériences de mort imminente qui font que les scientifiques aujourd'hui arrivent de plus en plus à cette nécessité de considérer quelque chose qui est immatériel. Hein. Vous avez d'autres éléments, c'est les phénomènes de synchronicité, par exemple, hein, notamment, hein, mais pas seulement, qui poussent la science à avancer dans ce sens et de changer de modèle, passer du modèle matérialiste réducteur au modèle spiritualiste. Alors, on va continuer. Le spiritisme prouve aussi la survie de l'âme et de la personnalité après la mort et la communicabilité avec les vivants. Donc ça, c'est bien sûr la médiumnité. Bon, il y a beaucoup d'esprits qui se communiquent, qui donnent des preuves d'identité, pareil, totalement ignorées du médium ou des personnes qui sont avec lui à ce moment-là. Et donc là aussi, bon, ça vient d'où? Est-ce que c'est le médium qui perçoit, qui va chercher ça quelque part? Ça peut être une hypothèse, mais qui serait intéressante à développer. Où est-ce qu'il va chercher ça, hein? Et c'est quelque chose à creuser. L'hypothèse spirit étant que c'est l'âme concernée qui vient lui donner les informations. Après, vous avez des expériences un peu plus complexes qui ont été faites notamment au Royaume-Uni par la Société de recherche psychique de Londres, hein, c'est les correspondances croisées. Donc, ils avaient à l'époque, c'était au début du XXe siècle, trois médiums différents, une en Angleterre, une aux États-Unis et une en Australie. Et chacun de ces médiums connaissait et a envoyé spontanément des choses qu'elles recevaient, des communications qu'elles n'arrivaient pas à comprendre. Et elles ont envoyé de façon indépendante, sans se connaître, hein, sans que ce soit organisé, ces éléments à cette société-là. Et ce sont les responsables de cette société qui, en analysant ces correspondances, se sont rendus compte que chacune des trois médiums recevait des fragments, que chaque fragment en soi, on ne pouvait pas le comprendre. Par contre, en les remettant dans l'ordre, ça donnait des correspondances, des communications, si vous voulez, qui étaient très profondes, très fouillées, et qui, là aussi, prouvaient, je dirais, la survie de leur auteur spirituel, qui était un de leurs collaborateurs, en l'occurrence Frédéric Myers, qui était mort au tout début du XXe siècle. Donc, vous voyez, c'est le genre de phénomène qui se produit. Là, ça devient vraiment très compliqué pour trouver d'autres explications. Et après, vous avez le phénomène un peu plus courant, c'est plus récent, qu'on ramène le meilleur exemple, il est au Brésil, mais ça existe un peu partout dans le monde. Donc, Chico Xavier, qui était un des plus grands médiums du XXe siècle, hein, brésilien, il recevait régulièrement des lettres. Et des lettres qui étaient adressées, des lettres personnelles qui étaient adressées par des défunts à des personnes qui venaient le visiter par milliers, hein, qu'il ne connaissait pas, et il ne savait même pas que ces personnes venaient. Et c'est quand les personnes venaient qu'il disait, tiens, j'ai une lettre pour vous. Et quand il donnait la lettre, il y avait des détails, il y avait les noms, il y avait les surnoms, il y avait des choses qui étaient complètement ignorées, qu'il n'avait aucun moyen de savoir, et qui identifiaient là aussi de façon indiscutable l'identité de l'esprit qui les a donnés. Donc là, je vous laisse imaginer des personnes qui avaient perdu des enfants ou des parents et qui ont reçu par ces lettres les preuves que leur âme survivait avec des messages positifs et tout, l'effet bénéfique que ça peut avoir, quoi, des chagrins qui étaient interminables, qui du jour au lendemain, le déclic se produit, ils ont retrouvé la consolation, ils ont retrouvé de l'espoir, ils ont retrouvé une joie de vivre. Et un autre titre d'un livre que Chico Xavier a écrit, Parnasse de l'au-delà, c'est tout simplement un recueil qui contient une cinquantaine de poèmes d'une trentaine de poètes différents, hein, avec des styles complètement différents les uns des autres, et qui là aussi ont été reconnus par les spécialistes de la poésie et de la littérature à l'époque. Tout ça écrit par un seul médium, hein, qui n'avait absolument aucune connaissance en littérature et en poésie. Donc là aussi, il pouvait pas, c'était physiquement pas possible qu'une seule personne puisse réunir tous ces styles et faire des choses qui soient aussi caractéristiques que ce qu'il a fait. Vous voyez.
Donc ça, c'est des preuves pour le fait que l'âme, elle existe. Non seulement elle existe, mais en plus, elle survit. Et de plus, elle peut se communiquer avec les vivants dans certaines conditions, qui est la médiumnité. Alors ça, c'est là où ça commence à nous interpeller par rapport à notre sujet, donc des violences. Oui, bon, l'âme existe, hein, elle survit après la mort, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Et une autre chose qui est sûre et dont je vous ai parlé aussi un petit peu la dernière fois, c'est que l'âme ne conserve que ses acquis intellectuels et moraux, ainsi que la conscience, bonne ou mauvaise. Hein. Comme l'illustre encore une fois cette image, le jour où on ira dans la tombe, on n'emmènera rien de matériel. Hein. On n'emmènera pas le compte en banque, la voiture, les maisons, on n'emmènera même pas notre corps physique. L'âme, elle ne conserve que ces acquis qui sont mentionnés là. Hein. Donc, on voit que cette frénésie de courir après les choses matérielles, bon, ça sert à quoi? Si on les emmène pas le jour où on meurt, voyez le genre de raisonnement qu'on peut faire. Où sont les valeurs temporaires? Où sont les valeurs qui sont pérennes? Hein. Et donc, c'est par rapport à ça que quand on commence à raisonner d'une manière spiritualiste, on va voir qu'on arrive à des conclusions qui sont complètement différentes sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ce paradigme matérialiste. Donc, je continue encore sur ce que prouve le spiritisme. Donc, l'âme, ben, elle existe, elle n'est pas créée en même temps que le corps. Hein. On a vu cette diversité des aptitudes, ces choses innées qui viennent d'un travail que l'âme elle a fait antérieurement. Donc, on parle donc ici bien de réincarnation. Hein. Et vous avez cette petite image qui illustre ça. Hein. Il y a une porte où on sort, on retourne dans le monde des esprits avec la vieillesse, et une autre porte où on revient donc en se réincarnant. Là aussi, il existe des preuves. Donc, vous avez le cas de ce petit garçon, là, il y a quelques années en Écosse, qui lui racontait avec le moindre détail, non, non, je me rappelle d'une vie, j'étais comme ça, on habitait une maison comme ça, on avait un chien de telle couleur, j'avais tant de frères et sœurs, il donnait une multitude de détails. Et ses parents, bon, au début, on met ça sur le compte de l'imagination, ben, ils ont fini par vérifier et ils ont vu que, en fait, tout ce que le gamin il avait dit, c'était vrai et que là aussi, c'est quelque chose qui était dans un lieu qu'il n'avait jamais connu, où il n'avait jamais été, et personne qu'il n'avait jamais vu. Voilà. Donc là aussi, la meilleure explication pour ça, la plus simple, c'est encore la réincarnation de l'âme. Et il y a un film aussi qui a été fait il y a quelques années. Hein. Donc c'est Yesterday's Children en anglais, Les ombres du passé en français avec John Seymour, basé aussi sur une histoire réelle hein, d'une personne qui avait des réminiscences de ses vies antérieures, qui se rappelait de ses enfants, qui se rappelle d'être morte et d'avoir laissé ses enfants jeunes, hein, et qui est partie à la recherche avec tous les détails dont elle se rappelait, qui a fini par retrouver ses enfants, donc qui étaient plus vieux qu'elle, quoi. Hein, donc elle a retrouvé ses enfants de la vie antérieure. C'est un très très beau film basé sur une histoire réelle. Plus scientifiquement, il y a ce chercheur-là, Ian Stevenson, psychiatre hein, américain. L'Amérique, c'était pourtant un pays assez réticent à l'idée de la réincarnation, hein, notamment à l'époque de Kardec et même au XXe siècle, notamment à cause de ces questions de discrimination, parce que la réincarnation, comme on le verra plus tard, c'est vraiment l'argument massu contre les discriminations. Hein. Donc, il a étudié 2600 cas qui suggèrent la réincarnation. Il a utilisé des méthodologies modernes, double aveugle et autres. Et il a étudié systématiquement beaucoup de paramètres complémentaires, par exemple les marques de naissance. Et vous avez là le titre d'un livre qu'il a écrit. Il y en a quelques-uns de ces livres qui ont été traduits en français avec des cas qu'il a relatés dans ses livres. Et donc, je vous donne un exemple de ces études. Donc là, c'est dans le cas d'un jeune homme indien qui se disait se rappeler de sa vie antérieure, il donnait le nom et tout ça. Donc ils ont effectivement pu se rendre compte que cette personne existait dans la vie antérieure, qu'elle a effectivement été tuée d'un coup de fusil à bout portant. Et donc, quand vous voyez, ils ont retrouvé le rapport d'autopsie avec les blessures qui ont été causées par le tir, qui correspondent donc aujourd'hui à des marques de naissance chez le jeune homme qui se dit se rappeler avoir été cette autre personne. Vous voyez. Donc là, ça apporte encore, je dirais, un élément matériel supplémentaire. Donc, revenons à notre sujet. Ce sont les mêmes âmes qui se réincarnent, hommes ou femmes, dans toutes les ethnies,
riche ou pauvre. Alors ça, comme je disais, c'est le coup de massue, hein, c'est l'argument massue. Bon, si les mêmes âmes se réincarnent en homme ou en femme, quelle est la base qui permet de faire une discrimination entre l'homme ou la femme? Aucune, ce sont les mêmes âmes. Si ce sont les mêmes âmes qui se réincarnent blanches, noires, rouges, asiatiques, européens, caucasiens ou autres, qu'est-ce qui peut justifier une discrimination quelconque de cet aspect-là aussi? Non plus. Si ce sont les mêmes âmes qui peuvent se réincarner riches ou pauvres, c'est pareil, hein. C'est une âme qui peut être riche dans une vie, pauvre dans une autre. Voyez? Là, c'est vraiment l'argument qui nous dit, bon, si ce sont les mêmes âmes, ça a vraiment pu être nous, hein, hier, hein, comme je vous parlais du témoignage d'Obama tout à l'heure, hein, par rapport aux discriminations. C'est vraiment l'argument massu. Donc, d'un point de vue spiritualiste, hein, le spiritisme, dès le 19e siècle, il a énormément contribué à l'abolition du racisme, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, donc en 1800, dans les années 1850-1860, la science suivait un paradigme raciste. La science admettait qu'il y avait des races qui étaient supérieures à d'autres. Alors ça, aujourd'hui, ce serait un scandale, ça a été complètement aboli depuis, mais le contexte à l'époque était pas du tout comme ça. Il admettait qu'il y avait des races supérieures ou inférieures. Et donc, à l'époque, Kardec, le spiritisme, s'était déjà élevé contre ça en disant, ben non, ce sont les mêmes âmes qui se réincarnent dans les races qui étaient dites supérieures et qui étaient dites inférieures à l'époque. Et vous voyez, aujourd'hui, on utilise plutôt le mot ethnie, on n'utilise plus le mot race parce que il y a eu des abus sans nom, sans compter, encore au milieu du XXe siècle, à cause de ça. Le spiritisme a aussi beaucoup contribué à la cause féministe. À l'époque, les jeunes femmes n'allaient pas à l'école, les femmes n'avaient pas le droit de vote, il y avait énormément d'inégalités qui se sont considérablement réduites entre-temps. Et aussi à la réduction des inégalités sociales, puisque là aussi, le fait de pouvoir être riche, pauvre, ben, là, ça nous fait réfléchir au sujet de l'égoïsme. Voilà. Et ce que prouve aussi le spiritisme, c'est l'évolution des âmes l'évolution de l'âme par ses propres efforts. Donc, chaque âme évolue par ses bouées de réincarnation, comme on a vu, mais cette évolution ne se fait pas au hasard, elle se fait suivant la volonté de chaque âme. Nous avons chacun un libre arbitre, donc qui nous amènera à faire des efforts pour avancer, donc on avancera plus vite, à ne pas faire d'efforts parce qu'on ne voudra pas, ben on avancera moins vite. Donc là, il y a vraiment une question de mérite. Chacun avance. C'est pas une question qu'une est favorisée par rapport aux autres. Donc cette évolution, ça nous donne là aussi un but dans la vie. À quoi sert la vie? Pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre? On commence à trouver du sens. Ce que prouve le spiritisme aussi, c'est la loi de cause à effet, la loi d'action et de la réaction. Donc, tout effet a une cause, toute action amène une réaction. Et une manière simple de dire ça, c'est que on est libre, encore une fois, on a le libre arbitre, on peut semer ce qu'on veut. Par contre, la cueillette, elle est obligatoire, c'est-à-dire que en vertu de cette loi d'action et de la réaction, de cause à effet, on finira toujours par recueillir ce qu'on a nous-mêmes semé. Donc, si on veut recueillir du bien, il vaut mieux semer du bien. Si on veut recueillir du mal, ben, si on sème du mal, ben, on recueillera pas de bien. Voilà. Et ça, ce sont les esprits eux-mêmes qui viennent donc dans ces communications médiumniques, qui viennent dire ce qu'elles sont devenues après la mort, notamment dans le livre Le ciel et l'enfer d'Alain Kardec, en fonction de ce qu'elles ont fait dans la vie. C'est extrêmement instructif parce que ça nous permet bien de voir les choses qu'il faut qu'on essaye de faire au maximum et les choses qu'il faut aussi qu'on évite au maximum. Et là aussi, c'est un grand stimulant justement pour l'évolution et pour l'amélioration. Et une autre chose prouvée par le spiritisme, comme je vous l'ai expliqué aussi le mois dernier, c'est la pluralité des mondes habités et les transmigrations des âmes. Il existe plusieurs mondes habités, il n'y a pas que la Terre. Il y a des mondes qui sont avancés comme la Terre, il y en a qui sont plus avancés que la Terre, il y en a qui sont moins avancés que la Terre. Il y a des mondes qui sont aujourd'hui comme la Terre était il y a 10 000 ans ou 100 000 ans, donc dans une période préhistorique. Et donc, là aussi, ce sont les mêmes esprits qui transmigrent de ces différents mondes. C'est pour ça qu'il peut y avoir des esprits qui viennent d'un monde plus évolué de la Terre vers la Terre. Donc, on peut voir ça, on parle d'enfants indigos, on parle de plein de choses, les nouvelles générations
qui arrivent, hein, qui nous prouvent ça. Et il y a aussi, dans l'autre sens, les âmes qui sont, je dirais, qui commencent à être un petit peu en décalage par rapport au niveau d'évolution moyen de la planète, qui peuvent, elles aussi, aller se réincarner dans des mondes qui sont moins avancés que la Terre. Voilà. Alors, violence ou bienveillance? Bienheureux ceux qui sont doux parce qu'ils posséderont la terre, nous avait-on dit là encore une fois il y a 2000 ans. Hein. Et effectivement, la violence ne se justifie sous aucun prétexte. Hein. Quand on réfléchit, la violence, quelle est la réaction après les violences? Ça entraîne une autre violence. Hein. Et on peut voir aussi que, ça c'est maintenant établi scientifiquement, que la colère et la haine ne résolvent pas les problèmes. Au contraire, elles nous rendent malades. Elles peuvent même compromettre notre vie. Quand on a un accès de colère, on perd le contrôle et on peut être amené à faire n'importe quoi. Hein. Sur un coup de sang, on peut commettre un crime ou un suicide ou quelque chose d'autre. Donc, ce sont là aussi des choses qu'il faut savoir réfréner, qu'il faut savoir contrôler, faut qu'on garde la maîtrise de soi et puis qu'on observe les choses sans se laisser emporter dans ce genre de travers. Alors, est-ce que le pacifisme et la non-violence permettent de réaliser des choses? Oui, on a des exemples. Vous voyez, là, je pense que vous le reconnaissez tous. Hein. Il a quand même changé complètement l'Inde, hein, sa situation coloniale, avec des attitudes purement non violentes. Hein. Donc, ça a fonctionné. Et il a de très, très belles citations, comme celle que je vous mets ici. Nous devons devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde. En fait, si on veut changer le monde, il faut déjà qu'on se change nous-mêmes, qu'on fasse ce travail sur nous-mêmes. Et ensuite, c'est à force d'exemples qu'on fera changer le monde. Et par rapport à la violence, il disait aussi, la victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Et combien de fois est-ce qu'on voit ça, hein? Des choses qui ont été acquises par la violence et qui ont fini par être renversées quelques années plus tard, hein, parce qu'elles avaient mis des bases qui étaient injustes et donc pas pérennes. Un autre élément qu'on entend souvent, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein, donc ça vient de Moïse, hein, des lois mosaïques qui gouvernaient les Hébreux il y a 3500 ans. Donc c'était quand même un peuple encore assez primitif pour lequel il fallait des lois fortes. Et il y a 2000 ans, là aussi, Jésus nous avait dit, oui, mais moi je vous dis de ne point résister au mal que l'on veut vous faire, mais si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite, tendez-lui encore l'autre. Alors quand on regarde ça, on se dit, mais c'est une lâcheté, ça. Hein. Comment est-ce qu'on peut là mettre la tête dans la gueule du loup, comme on dit, comment est-ce qu'on peut être aussi naïf pour croire à des choses pareilles? Et c'est là où effectivement il faut aller creuser. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les évangiles qu'on ne peut pas prendre à la lettre. Il faut aller chercher le sens profond. Et là, en l'occurrence, ce que Jésus voulait condamner, c'était la vengeance. Hein. Parce que la vengeance, bon, autant si on souffre une injustice, ben, on a un préjudice par rapport à ça. Mais autant quand on se venge, la personne, je dirais, qui nous a fait souffrir cette injustice, elle l'a peut-être fait intentionnellement, peut-être pas. Mais si on se venge, là, par contre, c'est intentionnel, c'est calculé, c'est prémédité. Donc, en fait, on ne vaut pas mieux que celui qui a commis cette injustice et on rentre dans ce cercle vicieux et infernal. Et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis de l'âme, la conscience qu'on emmène de l'autre côté, on aura bien meilleure conscience si on aura subi une injustice que si on l'aura commise. Voilà. Donc, il vaut mieux subir une injustice que de la commettre. Et c'était ce qui s'était passé, c'est l'exemple que Jésus il avait donné à l'époque. Il n'avait pas du tout résisté à son procès complètement inéquitable pour aller être condamné et puis mourir comme il est mort, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on en parle encore, voyez. Et donc là aussi, il nous a donné un grand enseignement. Et cet œil pour œil, dent pour dent, la vengeance, quand on se fait bombarder, de bombarder en retour, ben c'est pas comme ça que les choses vont se résoudre. Alors il y a les vertus positives maintenant. Hein. On parle beaucoup de charité. Kardec il a demandé aux esprits, la question 886 du livre des esprits, quel est le véritable sens du mot charité tel que l'entendait Jésus quand il disait, quand il parlait de ça. Et les esprits ont répondu, alors c'est assez surprenant, hein, donc c'est pas juste jeter une aumône et puis partir,
c'est quelque chose d'un peu plus profond, comme vous pouvez le voir, hein. C'est la bienveillance pour tout le monde, l'indulgence pour les imperfections d'autrui et le pardon des offenses. Donc là aussi, vous voyez que ce sont des attitudes qui sont positives, qui sont proactives, hein. Bienveillance envers tous, donc c'est effectivement dans un monde où chacun est bienveillant envers son prochain, ben, les situations qu'on a vues au début n'existeront plus. L'indulgence pour les imperfections d'autrui, ben, comme on est tous imparfaits, si on n'a pas d'indulgence envers nos propres imperfections et envers celles du prochain, comment est-ce qu'on voudra avancer ou travailler ensemble? Et le pardon des offenses, pareil, puisque c'est une conséquence de cette imperfection. Donc là aussi, si on veut avancer, ben, il faut savoir tirer un trait et repartir sur des bases saines. Et quand on reprend le cas des réfugiés qu'on a vus au début, là encore, je vous cite des paroles de Jésus, hein, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai eu besoin de logement et vous m'avez logé. Donc là aussi, qui fait cette loi de solidarité, quelque chose qui est nécessaire, hein, puisque quand on analyse la situation des migrants, ben, la plupart du temps, ce sont des personnes qui cherchent à échapper à des conditions de vie qui sont déplorables, à mourir par la guerre. Il n'y a plus d'usines, plus d'écoles, plus de travail, plus de salaire, qui ont faim, hein, et qui cherchent tout simplement une vie meilleure pour eux et puis pour leurs enfants, hein. Donc c'est quelque chose qui est légitime. Il y a eu beaucoup de migrations dans le passé. On voit que nous-mêmes, les Européens, il y a eu dans les famines et d'autres fléaux qui ont fait que énormément d'Européens ont émigré à l'époque vers les Amériques, ont été accueillis là-bas. Et on voit que toutes ces choses-là, ben il n'y a rien de, je dirais, de plus naturel. Donc évidemment, il faut faire tout ce qu'on peut pour éliminer les conditions qui amènent à ces situations-là. Je parlais de la corruption, on parlait de l'orgueil, de l'égoïsme, des guerres, la famine. Il faut essayer d'aider ces personnes, les soutenir comme on peut dans leur cadre de vie où ils sont nés. Et donc là aussi, c'est la meilleure solution pour les migrants, c'est de prendre le problème à la base. Mais c'est par cette solidarité et cette fraternité qu'on y arrivera. Parce que ce qui est sûr, c'est que le bien l'emportera. C'est quand on y réfléchit, c'est la seule solution viable. Les vengeances, la violence, le fait de vouloir se barricader, s'enfermer, ça fonctionne pas. Ça, il y a pas, on n'aura jamais de sécurité de 100% pour ça. Alors, beaucoup de gens disent, oui, mais c'est du rêve. Alors, je pourrais répondre comme John Lennon, I'm a dreamer, mais je suis pas le seul, hein. Et il y a de plus en plus qui sont comme ça. Et donc, j'ai des petites images là que je vais vous laisser analyser qui montrent un peu comment ça se passe, qui illustrent un petit peu cette chose-là. Il faut qu'on en soit vraiment sûr. Le bien finira par l'emporter sur le mal. La Terre, elle suit cette évolution. C'est inéluctable. On n'arrivera pas, ça ne s'arrêtera pas. Et comme je vous disais, par le biais de ces transmigrations et de tous ces phénomènes, ben, un jour, sur la Terre, sera peuplée par des personnes qui seront en majorité bienveillantes par rapport aux autres et que donc le bien l'emportera sur le mal. Donc c'est Kardec aussi qui le dit, hein, en parlant aussi de cette transmigration dans la Genèse, le dernier chapitre, hein, son dernier livre, le dernier chapitre. La génération qui disparaîtra emportera avec elle ses préjugés et ses erreurs. La génération qui s'élève, trempée à une source plus épurée, imbue d'idées plus saines, imprimera au monde le mouvement ascensionnel dans le sens du progrès moral qui doit marquer la nouvelle phase de l'humanité. Comment est-ce qu'on y arrivera? J'en ai déjà parlé un petit peu, c'est l'éducation. Aujourd'hui, dans nos écoles, c'est surtout de l'instruction qu'on reçoit. Et l'éducation, c'est plus que l'instruction, hein, c'est de donner aussi des valeurs, de faire comprendre aux enfants non seulement leurs droits, mais aussi leurs devoirs, de leur faire comprendre que les libertés de chacun s'arrêtent là où elles empiètent sur celles de l'autre. Et à partir il faut que ce soit vraiment ces valeurs-là qui soient à la base de cette compréhension, qui auront un effet déterminant sur l'amélioration individuelle. Voilà. Et Léon Denis, toujours, qui parlait de la guerre, hein, si on consacrait à l'éducation un dixième de ce qu'on dépense, ou un quart hein, de ce qu'on dépense pour les guerres, le monde serait complètement changé. Je pense qu'aujourd'hui, le quart, on pourrait mettre un dixième, voire même un centième. Voilà. Et vraiment,
pour prendre le problème à sa racine, pour éliminer la peur, éliminer les discriminations, ben, il faut passer à l'égoïsme, excusez-moi, à l'éducation, mais l'éducation donc qui là aussi apporte ces valeurs spirituelles, qui nous fait sortir de ce paradigme matérialiste où nos sociétés occidentales sont enfoncées depuis le début du 19e siècle. Voilà. Et donc, par le développement du sens moral et l'évolution des intelligences, bien des causes de souffrance disparaîtraient et l'humanité s'acheminerait d'un pas plus assuré vers des temps meilleurs. Alors ça, c'est cher à la France, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise hein, qui date maintenant de plus de 2 siècles. Hein. Ça a été analysé par Allan Kardec dans un article qui est un peu moins connu dans les œuvres posthumes. Lui, il dit, ben, la fraternité, elle résume en fait tous les devoirs des hommes à l'égard des uns et des autres. Elle signifie dévouement, abnégation, tolérance, bienveillance, indulgence. Hein. La fraternité, c'est la charité évangélique par excellence et l'application de la maxime agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous. Donc c'est dans la devise de la France, cette fraternité. Ben voilà, c'est notre devise, donc allons-y. Et Kardec, il va même plus loin en disant que si on n'a pas la fraternité, il n'y aura ni l'égalité ni les libertés, comme il le dit ici. Hein, la fraternité, c'est la base, car sans elle, il ne saurait exister ni égalité ni liberté sérieuse. L'égalité découle de la fraternité et la liberté est la conséquence des deux autres. Si on veut vraiment être libre, si on ne veut pas être obligé de se barricader, de s'enfermer, de se défendre, si on peut vivre heureux et libre sur la terre, eh ben, il faut qu'on passe par la fraternité et l'égalité. C'est ça qui nous rendra heureux sur cette planète. Et on va y arriver. Alors, l'égoïsme qui est l'inverse, hein, qui est l'opposé de tout ça, qui veut tout pour lui, l'orgueil qui veut sans cesse dominer, comment est-ce que cela pourrait donner, les orgueilleux et les égoïstes, pourraient-ils donner la main à la liberté qui justement les détrônerait? Et là aussi, c'est intéressant d'analyser l'histoire, au long de l'histoire, hein, toutes ces manipulations, comment procédaient les différents pouvoirs, les monarchies, les pouvoirs religieux et tout. Ben, en fait, c'était une constante, comment dire, censure, l'index, on pourrait citer énormément de choses qui se sont passées pendant des siècles, justement au nom de l'égoïsme et de l'orgueil. Donc la vraie liberté, on ne l'aura que lorsque cet égoïsme et cet orgueil seront remplacés par la fraternité qui entraînera elle aussi l'égalité. Voilà. Donc la destruction de l'égoïsme et de l'orgueil est-elle possible? Kardec disait clairement, hautement et carrément, oui. Autrement, il faudrait poser un point d'arrêt au progrès de l'humanité et dire ben, l'humanité ne progresse plus. Et c'est pas ce qu'on observe, puisque l'humanité, depuis des millénaires, elle progresse. Il y a un progrès qui est beaucoup intellectuel, qui est beaucoup technologique, mais qui est aussi moral. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Si on revient au Moyen Âge, au terme des libertés, ben, c'était pas très sain de se promener en forêt ou tout seul avec les brigands qui nous détroussaient et tout ça. Ça a quand même un peu changé aujourd'hui, même s'il reste encore des dangers. Voilà, on n'en est plus, on n'en est plus à la même situation. Donc ce progrès, il se fait, c'est inéluctable. Et Kardec, il pose une autre question aux esprits, 780. Le progrès moral suit-il toujours le progrès intellectuel? Parce que c'est ce qu'on voit sur la Terre. La technologie qui est énorme, et d'ailleurs merci, hein, pour ça on peut être réunis ici malgré le Covid, malgré les confinements, les difficultés de déplacement et d'autres, on est quand même là à pouvoir se parler d'une manière alternative à être réunis dans une salle. Hein, donc les progrès intellectuels, il y a du bon, mais le progrès moral, il doit suivre, parce que sinon le monde, il devient instable, hein, comme l'avait bien senti Einstein. Et les esprits, ils ont répondu, il en est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. Hein. Donc, vous voyez, le progrès intellectuel, il se fait, mais le progrès moral, ça ne se fait pas toujours. Vous avez beaucoup de personnes qui sont intelligentes, mais qui sont moralement peu élevées. Des personnes qui utilisent leur intelligence pour leur profit personnel, pour faire le mal ou autre. Hein. Mais tôt ou tard, on y arrivera, hein, puisqu'il demande encore comment le progrès intellectuel peut-il conduire au progrès moral. Et là, les esprits répondent en faisant comprendre le bien et le mal. L'homme alors peut choisir. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence et augmente la responsabilité des actes.
Donc, c'est en comprenant donc ce paradigme spiritualiste, en comprenant la survie de l'âme, en comprenant aussi les valeurs pérennes et les valeurs temporaires matérielles, c'est en réfléchissant à ça que, avec le raisonnement intelligent, on arrivera aux conclusions qui sont différentes de celles du paradigme matérialiste actuel. Et il demande aussi cette question 932 que j'aime bien, pourquoi dans le monde les méchants l'emportent-ils si souvent en influence sur les bons? Donc il a posé cette question il y a 160 ans, ouais, on pourrait la poser encore aujourd'hui. La réponse aussi, elle est très très forte et très très directe, hein. C'est par la faiblesse des bons. Les méchants sont intrigants et audacieux, les bons sont timides. Quand ceux-ci le voudront, ils prendront le dessus. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement encourageant, c'est de dire never give up, hein. Ne désistons pas, continuons et là aussi, la fraternité universelle, elle viendra, c'est inéluctable, la Terre, elle va clairement dans cette direction-là. Voilà. Et il dit aussi, supposons l'humanité est transformée en homme de bien, aucun ne cherchera à faire du mal à son prochain, tous seront heureux parce qu'ils seront bons. Tel est l'état des mondes avancés d'où le mal est exclu, tel sera celui de la Terre quand elle aura suffisamment progressé. Donc là encore, un matérialiste vous dira, oui, mais c'est utopique, c'est irréaliste, c'est naïf, mais un spiritualiste qui part donc sur la survie de l'âme, sa réincarnation, etc., il peut, par ce raisonnement, arriver forcément de façon claire et logique à cette conclusion qui est tout à fait opposée. Voilà. Donc j'en termine. Ne nous laissons pas entraîner par le découragement, par la morosité, le pessimisme. Au contraire, élevons nos pensées. La transition et le progrès sont en marche. Levons-nous pour dénoncer les injustices, les iniquités, les manipulations, la foi aveugle qui engendre le fanatisme, et œuvrons pour la remplacer par une foi raisonnée, conforme avec le bon sens et la raison. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Le fanatisme, l'ignorance, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut vraiment travailler. Tout ça, bien sûr, doit se faire de façon pacifique, mais comme le disait Einstein, le monde est ce qu'il est, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal qui est fait et qui font rien, qui disent rien, hein. Quand il y a quelque chose, quand vous voyez une personne qui torture, qui maltraite des enfants, des animaux, il faut le dénoncer, il faut pas laisser faire. Et ça rentre même maintenant dans les lois aujourd'hui, hein. Donc, c'est pas non plus de la délation, hein, mais c'est de se lever contre toutes ces iniquités, contre toutes ces injustices. Et il faut faire entendre les voix, la vox populi, parce que forcément derrière les pouvoirs, la politique suivra. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer le monde en le mettant aussi en pratique sur nous-mêmes. Et ça nous amène au lemme d'Alan Kardec qui dit « Or la charité, point de salut ». Et c'est avec ça que je voulais donc vous remercier pour votre attention et pour votre temps. Voilà. Je repasse la parole à Romain, donc si éventuellement il y a des questions, que nous puissions y répondre. Merci à tous pour votre attention, pour votre temps et pour votre écoute. Merci à toi, Charles. Merci pour cette conférence qui appelle à l'optimisme. Toujours. Important. Il semble important de rappeler que le pacifisme n'est pas synonyme d'inactivité. Exactement. Et merci pour ces exemples de Jésus et Gandhi qui nous rappellent qu'on peut se battre pour une cause en étant non violent, faire grandir une idée et avoir un immense impact. Je pense aussi à Martin Luther King et à d'autres exemples de ce type. Merci pour ça. On avait un commentaire de Dimitri sur la chaîne YouTube Regard Spirit. Oui. Qui nous dit « Chacun a le droit d'avoir du respect, que l'on soit noir, blanc ou autre, hétéro, gay ou bi. Ils se plaignent du radicalisme, mais la discrimination est une forme de radicalisme. » Charles, tu as parlé de l'ignorance et de la peur plus tôt au début de la conférence. Est-ce que tu souhaites rebondir là-dessus? La discrimination est une forme de radicalisme. Alors, tout est lié, hein. C'est-à-dire toutes ces attitudes de discrimination, de racisme, de radicalisme. C'est vrai que on l'a vu, il y a eu des épisodes terribles au milieu du XXe siècle, même au début du XXe siècle, hein, on a souffert quand même 3 guerres mondiales.
notamment la dernière, hein, qui était vraiment avec des préjugés racistes forts, donc qui était utilisée pour fanatiser, pour manipuler une population d'un pays d'Europe, quoi, en l'occurrence l'Allemagne. On peut se demander, mais comment est-ce que c'était possible, hein? Bon, je suis plus tout jeune, moi je suis né 15 ans après la fin de cette guerre, donc c'était tout frais. Mes parents, mes grands-parents m'en parlaient souvent. C'était vraiment des choses affreuses, hein. C'est comme on dit, les scandales. Et effectivement, on était là dans. À partir du moment où il y a le fanatisme, le radicalisme, on est vraiment, il n'y a plus de raisonnement, hein. C'est vraiment, comme je vous disais, baisse la tête et fonce, on baisse la tête et fonce sans voir qu'il y a un mur ou un précipice devant nous, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est développer, encore une fois, le bon sens, le discernement, qui nous permettent de ne pas croire tout ce qu'on entend. Aujourd'hui, la désinformation, la manipulation, l'intox, les théories du complot, enfin, il y a énormément de choses qui parfois ont des bases qui sont réelles, hein, qu'il y ait des abus de certains pouvoirs, de certaines industries, comme l'industrie pharmaceutique, qui a un manque de transparence, on ne peut pas le nier. Mais après, bon, on voit que ça arrive à des choses qui sont complètement invraisemblables, quoi. Et moi, je suis souvent surpris de voir des personnes pourtant très intelligentes, hein, qui ont suivi les meilleures écoles de France, tomber dans des attitudes complètement irrationnelles. Donc je dis, c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant. C'est pas qu'une question d'intelligence, c'est une question, je dirais, encore une fois, de point de vue, de paradigme, de garder les pieds sur terre, de pas, c'est les deux extrêmes en fait qui sont mauvais. C'est le radicalisme et le fait je dirais, de croire aveuglément en n'importe quoi. Et l'opposé aussi, c'est mauvais, c'est-à-dire le doute systématique, tout remettre en cause, tout rejeter. J'ai pas vu, donc ça n'existe pas. J'y crois pas, donc ça n'existe pas. Ouais. Donc toutes ces choses-là qui ne sont pas non plus des raisonnements scientifiques, hein. Le chemin, il viendra vraiment vers les attitudes raisonnables, vers le consensus, vers les réflexions, vers les échanges. Et c'est ça qui nous permettra petit à petit de faire la part des choses et puis d'avancer dans un sens qui est logique et voire aussi de ne pas nous laisser manipuler, hein. Parce que il y a beaucoup de gens encore une fois, si on réfléchit, on revient à la question des attentats, hein. Donc là aussi, des attitudes très très radicales, notamment suivant la religion islamique, mais pas que, hein. Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Quand vous écoutez l'imam de la mosquée de France, c'est le premier à dénoncer ces attitudes intégristes et radicales qui utilisent le prétexte de la religion, hein, comme c'est arrivé depuis des siècles dans le passé, mais parce que, voilà, il y a la manipulation qui se fait, il y a la désinformation, il y a tous ces éléments qui empêchent les gens de réfléchir, de discerner, de faire la part des choses et d'avoir le raisonnement sain et clair qui leur permet d'éviter dans ces pièges, de tomber dans ces pièges, pardon. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur? Tu en as parlé un peu plus tôt aussi lors de la conférence. Tu expliquais que elle était liée à l'instinct de conservation. Et d'où une question que j'aurais voulu te poser, Charles, c'est outre l'éducation, la formation, y a-t-il d'autres pistes pour nous aider à surmonter nos peurs? Est-ce qu'on peut travailler de manière active à dissiper ces peurs? Oui, alors les peurs, encore une fois, bon, parfois elles sont salutaires, hein. Ça vient donc de l'instinct de conservation, hein. C'est un instinct qui existe dans le monde animal et qu'on retrouve encore dans une certaine mesure, plus ou moins élevée, dans le règne humain. Et le moyen radical, c'est de comprendre les choses. En fait, l'homme, il a souvent peur, la plupart du temps, il a peur de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il ne maîtrise pas, de ce qu'il ne sait pas, hein. Donc, je parlais du feu, on a peur du feu parce qu'on ne connaît pas. Mais le pompier, lui, il sait qu'il faut un carburant, un comburant, une source de chaleur. Donc, en éliminant l'un des trois, il arrive à circonscrire le feu et à l'atténuer. Donc, il a vraiment remplacé la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas par la connaissance pour pouvoir, au lieu de fuir,
au contraire venir et y faire face en maîtrisant les risques. Quand on parle de discrimination, beaucoup de gens ont peur des différences. Et là aussi, c'est souvent par des peurs qui sont entretenues par les manipulations. Donc, il faut aussi stopper ces manipulations. Et moi, je remercie la Providence d'avoir permis que dans ma vie professionnelle, j'ai pu voyager dans beaucoup de pays et même ces dernières années, de travailler très étroitement avec des musulmans, avec des Pakistanais, avec des Turcs, avec des Chinois, avec des gens du monde entier, et de pouvoir apprécier les qualités de ces gens-là, de mieux les comprendre, de sentir leurs soucis. Et donc là aussi, le fait de savoir et de connaître, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Hein. Là, c'est la fraternité qui va dans ce sens-là, de connaître aussi leurs différentes croyances religieuses, en creusant un peu le sujet, de se rendre compte que quand on va vraiment à la base, leur credo est très très similaire quand on passe d'une religion à l'autre. Et donc tout ça, donc c'est ce travail qui doit être fait qui est essentiellement de l'éducation, mais aussi ce travail personnel qui permet effectivement d'apprécier ces personnes à leur juste valeur et pour le coup d'éliminer totalement les peurs et éliminer encore plus les discriminations, le racisme qu'il y a pu y avoir. Donc c'est essentiellement quand même l'éducation qui permet de le faire. L'éducation, on peut s'instruire par soi-même ou l'éducation qui est donnée essentiellement par les parents à leurs enfants depuis tout petit. Hein, parce qu'en général, ça commence là. C'est les enfants naturellement, ils n'auront pas peur, ils ne seront pas encore conditionnés par ces choses-là. Et c'est quelque chose que les parents doivent effectivement veiller à préserver pour leur expliquer, si possible avec les arguments ou certains de ceux que j'ai présentés, qu'il n'y a pas de différence, que ce sont les mêmes âmes, même génétiquement, quand on fait les écarts, il y a les gènes d'une ethnie à l'autre sont parfois beaucoup plus proches que d'un frère et une sœur, quoi. Et donc, c'est ça qui permet de dire, voilà, il n'y a absolument rien qui fonde ces attitudes. Et la peur, voilà, c'est les instincts, donc je ne veux pas les rejeter complètement, hein, parce qu'ils sont souvent bons, malgré tout, hein, mais il ne faut pas non plus, dans le cas de la peur, hein, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Quelqu'un qui veut vous manipuler cherche à vous faire peur ou à vous culpabiliser, et c'est ensuite, quand vous vous sentez, quand vous avez peur ou que vous êtes coupable, qu'il arrive à vous faire passer des idées qui, en fait, n'ont rien à voir et qui sont complètement fausses. Donc, il faut toujours être veillant, veiller et rester très vigilant par rapport à ces choses-là et pas se laisser faire, pas croire n'importe quoi, pas se laisser mener par le bout du nez, sans pour autant tomber dans la négation systématique. Merci Charles. Nous avons également une question d'Anna qui nous demande comment pouvons-nous attirer l'intérêt des Français vers le spiritisme en utilisant ces belles devises de fraternité, égalité et liberté éclairées par Allan Kardec. Eh ben, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, Kardec déjà avait essayé, il nous avait montré le chemin. Et effectivement, ce sont des valeurs, je dirais, qui sont inscrites fortement dans notre culture. Hein. Donc, creusons-les. Hein. Il faudrait un jour faire une conférence entière que sur le thème de la liberté, par exemple. Hein. La liberté c'est quelque chose qui est très cher aux humains. On a vu là dans le confinement comment le fait de devoir restreindre nos libertés est parfois difficile à accepter. On l'accepte à partir du moment où on comprend que si on respecte, si on se confine pas, on fait courir un risque sérieux à d'autres personnes hein, qui peuvent être contaminées et mourir. On peut transmettre le virus, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des arguments forts qui font qu'on accepte de restreindre notre liberté. Donc, la liberté, c'est le premier mot qui a été donc de la Révolution française, hein, liberté, égalité, fraternité. Aux États-Unis, on a la statue de la liberté, la liberté de déplacement, toutes ces réactions qui sont salutaires hein, au niveau
du fichage, même ces applis qui pourtant servent à vérifier si avec qui on a été en contact en cas de problème avec le virus. Hein, toutes les libertés individuelles, ce sont des choses qui sont des valeurs qui sont extrêmement développées, extrêmement chères. Et donc, on peut très bien développer ce sujet sur la base spirit en montrant cette loi de liberté qui est en fait une des lois naturelles et un des principes fondamentaux de la philosophie spirit. Chacun a son libre arbitre. Voilà. Et c'est par la volonté de chacun que chacun avance. Voilà. Et donc, il n'y a pas de choses, les enseignements que j'ai présentés ce soir sont donnés à titre de suggestion, à titre d'information. Et maintenant, chacun est libre de les prendre, de les analyser, de comprendre, de poser des questions, de chercher à creuser et, in fine, d'y croire ou de ne pas y croire. Il n'y a absolument rien d'obligatoire dans le spiritisme, puisque c'est cette loi de liberté qui est fondamentale. Voilà. Et c'est aussi pour ça que dans le spiritisme, il n'y a pas de hiérarchie. Hein, c'est basé sur un principe de liberté. Donc, chaque spirit, chaque groupe, chaque pays est libre de le faire et de pratiquer comme il l'entend. Évidemment, dans la mesure où ça reste compatible avec les principes de base de la philosophie. Voilà. Et sinon, ce qu'on dit aussi souvent, c'est hors la charité, point de salut, c'est ce que je vous ai montré à la fin. C'est pas hors le spiritisme, point de salut. Hein. Donc, il vaut mieux avoir un matérialiste charitable, et ça existe, hein, qu'un spirit qui fait rien. Vous voyez, le référentiel, il est différent. Il n'est pas sur la croyance, il est sur ce qu'on fait avec. C'est le bien qu'on fait avant tout. Voilà. Mais on cherche à concilier ça aussi avec le bon sens et la raison, puisqu'aujourd'hui, les gens veulent comprendre. Voilà. Et c'était mon cas. J'ai eu une éducation catholique, mais à force de poser des questions et de ne pas avoir de réponse, j'ai fini par me désintéresser. Et depuis que j'ai eu la chance d'avoir accès à Kardec, je suis beaucoup plus chrétien, beaucoup plus croyant, beaucoup plus déiste, ou tout ce qu'on veut, qu'avant quand j'étais catholique, où j'avais pas les moyens de comprendre. Voilà. Et il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça, et c'est là que Kardec a vraiment apporté une grande valeur ajoutée par rapport à toutes les religions traditionnelles, qui sont d'ailleurs tout à fait légitimes. Hein. Toute croyance, toute religion qui amène quelqu'un à faire le bien est légitime. Voilà, et doit être respectée. Mais bon, voilà, après, il faut apporter aussi le raisonnement, apporter les moyens de pouvoir y adhérer. Merci Charles. Nous avons également ce n'est pas une question, mais un commentaire qui est intéressant également de Fabio sur la chaîne YouTube Regard Spirit. La discrimination est une des conséquences de notre orgueil. L'humilité et l'acceptation de la réincarnation sont les éléments de base pour la construction d'un monde plus juste et harmonieux. Exactement. Voilà, il a parfaitement résumé, je pense, ce que j'ai essayé de présenter aujourd'hui. Et encore une fois, c'est quand on le comprend, si vous voulez, quand on comprend ces choses-là, hein, le paradigme spiritualiste, ce que devient l'âme, cette loi de cause à effet, l'intelligence fait qu'on se rend compte qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Et donc, si le mieux, c'est d'être plus charitable, d'être plus fraternel, de pardonner, d'être moins égoïste, moins orgueilleux, eh ben, le fait de l'avoir compris, ça va nous donner beaucoup plus de force pour le faire. Hein. Et donc, c'est notre volonté qui sera déterminante là-dedans. Donc là, encore une fois, la liberté et notre volonté, notre autonomie qui passe avant tout, quoi. Comparé par rapport à l'approche, là aussi, des religions traditionnelles, où il n'y avait pas le raisonnement et où il y avait, entre guillemets, voilà, c'est écrit comme ça, donc vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez aller alors en enfer ici ou là. C'était une approche qui était différente. On faisait les choses, on s'efforçait de devenir meilleur, ce qui est légitime en soi, mais on ne le faisait pas par notre volonté, par notre autonomie. On le faisait parce qu'on avait peur d'aller en enfer, d'aller au purgatoire, de ne pas être à la droite de Dieu, d'être jugé par Saint-Pierre en arrivant là-haut, etc. Donc, c'est ce changement qui est en train de se faire, donc vers cette approche hétéronome, hein, qui est le contraire de l'autonomie, vers une approche autonome. Et les mondes évolués dont j'ai un petit peu parlé dans la conférence, c'est celle où les esprits font le bien
par leur autonomie, par leur propre volonté, spontanément, sans contrainte, sans menace, sans rien. Voilà, uniquement par leur compréhension. Et ce sont rien d'autre que des lois de la nature. Les lois qui gouvernent le monde spirituel. On connaît bien les lois qui gouvernent le monde matériel, hein, les lois scientifiques, physiques, chimiques ou autres. Et ce que Kardec a creusé, ben, c'est quelles sont les lois qui gouvernent le monde spirituel, qui sont en fait les lois morales. Voilà, qui ont été enseignées déjà depuis des millénaires dans les différentes religions. Très bien. Charles, merci pour ces éclairages, pour toutes ces pistes de réflexion. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Aux personnes qui nous suivent sur YouTube ou la page Facebook de la FSF, vous pouvez toujours poser vos questions suite à cette conférence. Donc, Charles se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà, je tenais à remercier Charles ainsi que le LMSF d'avoir collaboré pour cette conférence. Et je vais te laisser le mot de la fin, Charles. Merci beaucoup Romain, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont assistés et qui nous assisteront encore sur les enregistrements qui seront conservés sur le site Facebook de la Fédération Spirit Française et la chaîne YouTube Regard Spirit du mouvement Spirit francophone. Voilà, le spiritisme, il ne faut pas y chercher autre chose que l'amélioration des hommes. Hein, c'est une approche un peu différente qui est relativement peu répandue encore dans le monde, hein, bien qu'il y ait déjà 40 millions d'admirateurs de par le monde, ce qui est quand même déjà un numéro assez expressif, mais qui amène cette approche rationnelle, cette approche disruptive, comme on dit dans le jargon moderne, hein, que tout le monde recherche justement cette approche disruptive. Là, il y en a une pour améliorer le monde, et donc pour en finir avec toutes ces choses, toutes ces injustices qu'on voit, et puis qu'on a l'impression même qu'elles augmentent parce qu'on nous les montre et on nous les remontre. Et alors qu'en fait, non, là on arrive à la fin, on arrive vraiment dans cette transition. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on essaie toujours de donner cette vision optimiste en disant que ben, on n'est pas que des rêveurs. Non, non, on a les pieds sur terre et on sait très bien où on va ensemble et ce qu'il faut faire pour aller dans ce sens. Et j'espère donc avoir pu transmettre une partie de cela aux lecteurs, en les remerciant encore une fois. Voilà, et en restant à votre disposition. Donc, merci à tous. Merci aussi aux esprits et aux bonnes âmes qui nous ont inspirés pendant cette conférence. Et donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence dont on vous indiquera la date et qui aura lieu probablement pendant le mois de juillet.